Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à l'Australie, dont l'intérêt est la priorité des Britanniques. Les Européens semblent un temps se désintéresser totalement du continent austral. Mais les voyages de l'explorateur James Cook mettent fin à l'indifférence avec la découverte de la Nouvelle-Zélande, d'espèces d'oiseaux, insectes et plantes encore inconnus, mais surtout la découverte de l'Australie. Vous voulez en savoir plus sur la découverte de l'Australie? Venez avec moi. Désespérément seul sur une île du Pacifique Sud, William Dampier regardait la mort en face en cette année 1688. Qu'un pirate comme lui, qui avait fait régner la terreur sur toutes les mers du globe, ait pu être abandonné par des pirates rivaux sur une île déserte, il y avait de quoi écorner fortement son amour-propre. Il savait bien qu'un sauvetage relève du miracle. Mais le miracle se produit, et 2 ans plus tard, Dampier était de retour, sain et sauf, dans son pays natal, l'Angleterre. Plus rien ne sera pareil désormais. L'ancien pirate se fait casanier, couche sur le papier le fascinant récit de ses aventures, et son voyage autour du monde lui valut bientôt une réputation d'écrivain prodige. Ces palpitants récits éveillent chez ses compatriotes un intérêt extrêmement fort pour les mers du Sud. La popularité inespérée de Dampier lui ouvre enfin les portes d'une carrière nouvelle, puisqu'en 1699, le gouvernement britannique le désigne pour diriger une expédition scientifique dans le Pacifique. Mais le résultat fut des plus décevants. De son propre aveu, Dampier ne trouve en Australie que le peuple le plus misérable que la terre ait porté. Ses récits de voyage continuent à passionner les lecteurs, mais la couronne britannique se désintéresse désormais de toute autre expédition. Ce n'est que 70 ans plus tard qu'eut lieu une nouvelle expédition dans le Pacifique, océan qui restait toujours aussi inconnu. Le 26 août 1768, une autre équipe d'explorateurs prônait la mer dans le port de Plymouth, à bord de l'Andover. L'expédition était placée sous le commandement d'un capitaine chevronné, James Cook, et son principal objectif était d'ordre astronomique, puisqu'il s'agissait d'assister au passage de Vénus devant le disque solaire. Ce phénomène, très rare, devait être observé en juin 1769 depuis l'île de Tahiti. Les astronomes britanniques espéraient qu'il leur permettrait enfin de calculer la distance de la Terre au Soleil. Le gouvernement de Sa Majesté s'était déclaré prêt à apporter un soutien financier au projet, mais en y mettant une condition. Une fois les observations astronomiques achevées, le capitaine James Cook devrait mettre le cap vers le sud et continuerait sur quelques 1080 miles marins pour y chercher le mythique continent austral, la fameuse terre Australis Incognita. On se pressait à bord de l'Andover. Son équipage comprenait 94 personnes au total, dont des scientifiques comme l'astronome James Green, le botanique suédois Daniel Solander, le naturaliste Joseph Banks, ainsi qu'un jeune dessinateur botanique, Sidney Parkinson, dont l'expérience scientifique était certes réduite, mais qui jouera un rôle très important dans l'expédition. James Cook était un capitaine extrêmement strict, mais dont personne n'aurait osé mettre l'autorité en doute. Conscient du danger mortel que faisait peser le scorbut, maladie due à une carence en vitamine C et un fléau pour tous les navigateurs de l'époque, il avait ordonné d'embarquer 7200 livres de choux fermentés à forte teneur en acide ascorbique. James Cook alla jusqu'à imposer par la force la consommation de ces vitamines à son équipage insensible aux rouspétances de ses hommes. Son intransigeance paya, puisque personne ne meurt du scorbut pendant l'expédition. Le 13 juillet, après un séjour de 3 mois sur l'île de Tahiti, l'Andover met le cap sur la Nouvelle-Zélande, qui n'avait plus vu un seul Européen depuis la visite du Néerlandais Abel Janszoon Tasman 187 ans plus tôt. L'arrivée le 7 octobre semble placée sous une mauvaise étoile. Les guerriers maoris voguent à la rencontre des Anglais à bord d'une grande pirogue de guerre et essayent de les intimider en insultant les intrus et en leur tirant la langue, geste traditionnellement associé à la volonté d'en découdre. Mais après quelques escarmouches sans gravité, Anglais et Maoris apprennent à coexister de façon pacifique. Les hommes de James Cook purent ainsi étudier le mode de vie des indigènes, admirer leurs élégants tatouages et leurs sculptures sur bois et même se livrer au troc avec eux.
James Cook passe 6 mois à établir le relevé cartographique détaillé des 3800 km de côte des 2 îles formant la Nouvelle-Zélande, conformément aux consignes qui lui avaient été données à Londres. Le détroit séparant l'île du Nord et l'île du Sud porterait plus tard son nom. James Cook avait en outre compris une chose, si avant son voyage, d'aucuns spéculaient encore sur le fait que la partie australe de la Nouvelle-Zélande eût pu appartenir au mystérieux continent qu'il recherchait, à cette terre australe inconnue, force était désormais de constater, après qu'il eut fait le tour, que tel n'était pas le cas. James Cook consigne par écrit les impressions de ses explorations des aborigènes de la côte et de l'Australie. Il écrit par exemple: les indigènes étaient tous très foncés, sans être nègres. Nul ne portait ni vêtements ni ornements d'aucune sorte. Ils sont en vérité 1000 fois plus heureux que nous autres Européens, car ils ignorent toutes des commodités si recherchées chez nous, les superflus comme les plus utiles. Ils vivent avec une indolence qui ne vient troubler aucune injustice. La terre et la mer leur apportent tout ce qu'ils ont besoin pour vivre, et ils n'aspirent ni à de grandes maisons, ni à du mobilier, ou aucune chose de la sorte. En un mot, ils ne semblent accorder aucune valeur aux objets dont nous leur fîmes un présent, pas plus qu'ils ne voulurent se séparer de ceux qu'ils possédaient, quel que fût le prix que nous leur offrîmes. L'expédition avait accompli sa mission, et James Cook aurait fort bien pu donner le signal du retour vers l'Angleterre. N'avait-il pas respecté tous ses engagements, croisé dans les eaux qui lui avaient été indiqués l'amirauté de Sa Majesté, suivi toutes les indications possibles concernant les légendaires terres du Sud? Il fallait se rendre à l'évidence, il n'avait pas trouvé la moindre trace du continent. Le tour des 2 grandes îles de la Nouvelle-Zélande lui avait en revanche permis de collecter un trésor d'informations sur la Terre et ses hommes, et les naturalistes Banks et Solander avaient pu cueillir quelques 400 nouvelles espèces végétales inconnues. Tout cela suffisait à faire du voyage de James Cook la plus réussie de toutes les expéditions dans le Pacifique. Plus rien ne s'opposait donc au retour. La question n'était pas de savoir quel itinéraire choisir au vu de l'imminence de l'hiver dans l'hémisphère sud. James Cook décide de mettre le cap vers le nord-ouest. 3 semaines plus tard environ, le 28 avril 1770, Landover découvrait une petite baie sur la côte est de l'Australie, toujours inconnue des Européens. Ici encore, l'accostage ne se fait pas sans quelques difficultés, puisque les aborigènes tentent de repousser les intrus par la force, en jetant leurs lances sur les Anglais. Mais comme auparavant en Nouvelle-Zélande, James Cook sut apaiser les autochtones et leur faire comprendre qu'ils ne venaient ni en guerriers, ni en conquérants. Le pays à la végétation luxuriante, qu'ils furent les premiers blancs à parcourir, suscite l'enthousiasme de l'équipage. Les plus heureux furent les naturalistes, qui découvrent 200 nouvelles espèces végétales, ce qui valut à la baie d'être baptisée Botany Bay. Puis James Cook parcourt les quelques 3000 km de la côte orientale. Après qu'il eut passé la partie tournée vers l'île de la Grande Barrière de Corail, Landover s'échoue sur un récif corallien. Les savants se virent contraints de faire escale. Les réparations durent 6 semaines, ce qui laisse à James Cook et à ses hommes le temps d'explorer l'intérieur des terres et d'établir un véritable contact avec les aborigènes. La chose ne fut pas facile, car ces derniers étaient pour le moins réservés. Les Européens ne peuvent établir un système de troc comme ils l'avaient fait avec les Maoris de Nouvelle-Zélande. James Cook écrit plus tard dans son récit de voyage que les indigènes d'Australie étaient certes primitifs, mais qu'ils vivaient heureux et en paix. Entre-temps, une bien curieuse créature à longue queue, se déplaçant par bonds, faisait sensation chez l'équipage anglais. La légende raconte que James Cook, lorsqu'il vit la bête pour la première fois, demande en anglais le nom de l'animal. L'aborigène lui fait pour toute réponse « kangourou ». Je n'ai pas compris. Et c'est ainsi qu'aurait été baptisé le marsupial, l'un des rares animaux que le naturaliste découvrait lors de leur long séjour sur la côte orientale de l'Australie. Lorsque Landover fut enfin prêt à reprendre la mer, James Cook poursuit son périple en direction de l'ouest, passe le détroit de Torres, contourne la péninsule d'York à la pointe nord de l'Australie et ne met pied à terre que le 22 août 1770 sur une petite île située au large sur laquelle il hisse l'Union Jack. Il prend ensuite possession de toute la côte au nom du roi d'Angleterre George III
et baptise la région Nouvelle-Galles, qui deviendra plus tard la Nouvelle-Galles du Sud. En juillet de l'année suivante, Landover prend le chemin de la Grande-Bretagne. James Cook y fut évidemment accueilli en héros, mais les naturalistes, Banks et Solander, et leurs trouvailles exotiques suscitent peut-être plus d'intérêt encore. Environ 1000 espèces végétales nouvelles, les plumes de pas moins de 500 oiseaux inconnus, des centaines de poissons exotiques conservés dans l'alcool, d'innombrables insectes ainsi que d'intéressants objets appartenant à la culture des indigènes, comme leurs pagaies richement sculptées ou leurs somptueuses coiffes en plumes bariolées. Le dessinateur Sidney Parkinson avait non seulement pu esquisser la silhouette d'un kangourou, mais surtout signé d'innombrables dessins pour la collection botanique de Banks, à mesure que celle-ci s'enrichissait. Chacune de ces plantes reproduisait avec précision remarquable l'apparence, la taille, ainsi que la couleur des feuilles et des fruits des végétaux. Mais la gloire du jeune homme ne fut que posthume, puisque Parkinson étant mort de dysenterie durant la traversée. L'expédition de James Cook eut beau lui permettre d'apporter la preuve qu'il n'existait aucune terre située plus au sud que l'Australie, aucune masse continentale dans les zones tropicales et tempérées du Pacifique Sud. Ses commanditaires ne purent se résoudre à dire adieu aussi facilement à leur belle utopie. Un an après son retour, l'amirauté britannique mettait déjà un bateau à disposition, le Résolution, qu'elle envoya d'Eurochef à la recherche de cette terre mystérieuse. Lorsque meurt James Cook en 1779, lors d'un troisième voyage, la terre Australis Incognita continuait de faire rêver les navigateurs. Comme on l'a vu, le 29 avril 1770, l'explorateur britannique James Cook débarque en Australie, à Sydney, une date importante dans l'histoire collective australienne, puisqu'elle marque le début de la présence britannique sur l'île continent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.